Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Bah ouais, salut Stéphane. Salut Rafik. Pour parler d'un film qu'on aime bien, enfin même moi j'aime vraiment beaucoup. Un film qu'on aime bien, Est-ce qu'on l'a vu ensemble? Non, pas du tout. Parce non, que pas à l'époque. Toi, je crois que tu l'as vu à jour de presse. Tu l'as vu à Deauville, me semble-t-il, non? C'est fort possible. Ouais. En tout cas, on en avait parlé à l'époque. Ouais, tout à fait. Un film qui s'appelle Hors d'atteinte, ouais, Out of Sight en anglais, de Steven Soderbergh. Tout à fait. Alors ça, on va en parler, mais c'est vraiment... C'était une surprise, justement. Voilà, exactement. Avec George Clooney et Jennifer Lopez. Entre autres. Voilà. Inspiré, enfin, en tout cas tiré du roman de Elmore Leonard. Tout à fait. Voilà. Grand Elmore Leonard. Alors, Rafik, pitchons le film. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un film que peut finalement... alors, c'est connu, hein. Oui. Mais... En fait, moi, depuis 25 ans que c'est sorti, en fait, j'ai l'impression que les gens en parlent plus vraiment, en fait. Ça a été un échec. Donc, oui. On peut dire qu'ils en parlaient pas à l'époque. Oui, mais c'est un échec qui a donné lieu à, comment dire, la renaissance. Collaboration, déjà. Voilà, et la renaissance de Steven Soderbergh, et surtout la renaissance alors, pas artistique. Bon, moi j'adore le film, mais j'aime pas ce qu'il a fait par la suite, et j'aimais pas ce qu'il faisait avant. C'est clairement la naissance de Clooney au cinéma. Aussi, et il y a aussi en fait l'idée du Soderbergh en fait plébiscité, c'est-à-dire que vraiment, à part si on met de côté Sexe et mensonges et vidéos, pour lequel il a eu la Palme d'Or à l'époque, hein, c'est son premier film en 89. Soderbergh, ça a été une longue errance, si tu veux, d'auteur américain qui a essayé de se réinventer. Est-ce que ça peut être un bon test de cinéphilie, de citer tous les films de Soderbergh des années 90, parce que je crois que c'est absolument impossible de se souvenir. Bah, en fait, il a fait... il y a Kafka, il y a The Underneath, c'est à fleur de peau. Il y a Schizopolis. Grey's Anatomy, le truc de concert là, qu'il avait filmé aussi. Oui, alors ça c'est autre chose, c'est encore voilà. Schizopolis, effectivement. Ouais. Voilà, et même Schizopolis, ça a été vraiment c'est une espèce de film expérimental, moi je trouve assez imbitable. Hein. Écoute, moi je vais y aller à fond. Hein. Moi, je j'aimais pas du tout Soderbergh. Je fais partie de ces gens qui sont allés voir Sexe, mensonges et vidéos parce qu'effectivement il avait eu la Palme d'Or à Cannes en mode M-E-H, mais genre pendant tout le film, j'étais en mode, mais pourquoi? C'est quoi ce truc? Kafka, c'est une torture. Et Kafka, il l'a remonté. Ah bah alors ça, je pense qu'il a tout changé. Il faut que je leur découvre tout à fait incessante. Mais le fait est que voilà, c'est un type dont je n'attendais absolument rien, qui pour moi incarnait vraiment je dirais la frigidité du cinéma d'auteur wannabe américain. Voilà. Vraiment, il y avait toutes les caractéristiques, toutes les scories du mec qui a vu plein de classiques, tu vois, et qui essaie de se rapproprier tout Antonioni et Alain Resnais et je sais pas quoi. Et t'es là, tu fais, mais ça, par contre, il y a aucun engagement de ta part. Enfin, tu vois, quand je dis frigide, c'est vraiment il y avait quelque chose de plaqué dans son cinéma. Et c'est là où vraiment j'ai été complètement retourné par Out of Sight, parce que c'est précisément tout ce qu'il essayait de faire avant, au moment où il pense qu'il ne le fait plus, parce que pour lui, quand il fait Out of Sight, il fait un film commercial en fait. Ouais. Alors c'est-à-dire qu'il y avait déjà des prémices, même si moi je trouve que le film pas totalement réussi. Enfin vraiment. C'est mieux que mon Sexe, mensonges et vidéos ou Kafka, mais à fleur de peau, qui se voulait être un thriller cynique, comment dire, qui est complètement pareil, passé inaperçu, qui a été un bide, hein, qui était un film de studio, hein, c'était un film Universal, à petit budget, à l'époque où les studios faisaient aussi des petits budgets, mais comment dire, mais qui est un truc qui est sorti en salle chez nous et qui s'est ramassé, qui existe hein, en vidéo, en Blu-ray, hein, c'est sorti chez nous, chez Elephant Film. C'est une curiosité. C'est pas mauvais. Il y a des trucs intéressants dedans, vraiment. On retrouve un tout petit peu le Soderbergh potentiellement de Out of Sight. Mais Out of Sight, c'est une réussite pour moi. C'est pour ça qu'on précise aussi qu'on tire un peu sur l'ambulance. Hein. C'est qu'en fait, à la base, Out of Sight, c'est une réussite, mais flagrante. Alors, je pense qu'il n'est pas dû que à Soderbergh, mais qui est aussi quand même dû à Soderbergh. En grande partie. Parce non, t'as un scénar de Scott Frank. Il y a un casting monstrueux. Et puis, t'as la plume de Léonard. Alors, on va déjà raconter vite fait l'histoire, mais on reviendra ensuite sur la raison pour laquelle je pense que vraiment c'est important. Ouais. Ce que Soderbergh a fait sur ce film-là. Donc, Out of Sight, c'est l'histoire en gros, d'un braqueur de banque qui
sur un coup un peu impulsif de colère, on va dire, décide de faire un braquage improvisé qui va foirer lamentablement, qui se retrouve en tôle. Là, comme c'est un petit malin, il repère que des prisonniers s'apprêtent à s'évader. Du coup, il les dénonce aux gardes et en même temps, il profite de cette évasion ratée. Un tunnel pour lui s'évader à la place des autres gars. Et en fait, son évasion, il est attendu par des complices. Or, le destin veut qu'à ce moment-là se trouve une US Marshall, jouée par Jennifer Lopez, voilà, et que en gros il se retrouve kidnappé. Il lui prend sa voiture en fait, parce qu'ils prennent sa voiture parce qu'en fait ils se sont rendus compte que l'autre voiture allait être repérée, quoi. Ouais. Et du coup, il se retrouve dans le coffre avec elle et ils se mettent à discuter. C'est ça. Et ils tombent amoureux. Et ils tombent amoureux en discutant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie connexion. Voilà. Et la question, en fait, se pose, c'est dans d'autres circonstances, si tu n'étais pas une US Marshal, si j'étais pas un braqueur de banque, est-ce qu'on serait tombé amoureux? Voilà. Sauf que, voilà. Est-ce qu'on aurait une histoire? Elle est guidée par le sens du devoir, donc de toute façon, elle fera tout pour l'arrêter. Voilà. Et en même temps, elle préférait quand même coucher avec lui plutôt que de l'envoyer en prison. Et donc, il y a un enjeu. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse aussi, voilà. Clairement. Et bref. Donc, ça devient un jeu érotique entre deux. Voilà, un jeu du chat et la souris, puisqu'en fait c'est quand même un fugitif. Oui, bien sûr. Donc elle lui court derrière. Elle essaye de rentrer dans la task force en fait qui leur court derrière. Hein. Et en même temps, en fait, ils ont un dernier braquage à mettre en place. Tu spoil tout le film là? Non, je spoil pas tout le film. C'est un des enjeux du film en fait, voilà, qui est lié justement à des années auparavant en fait, si tu veux, une connaissance, une connaissance en fait d'un mec riche qui s'est retrouvé en prison et qui a vanté, d'avoir des diamants planqués chez lui, quoi. Parce qu'en fait le film, voilà, le film démarre en réalité en milieu d'intrigue, mais on ne le découvre qu'un peu plus tard. Voilà, ça, il faut en parler. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un des trucs qui potentiellement, en fait, Alors, à la base, donc c'est un roman d'Elmore Leonard, où l'image initiale, c'était justement, en fait... c'est un truc qui a beaucoup servi d'ailleurs pour la promo du film. C'est en fait que Elmore Leonard avait vu une coupure de presse avec une US Marshal, une femme, très très belle femme avec un fusil à pompe à la main en train de braquer un... Non, je crois qu'elle le portait sur la hanche. Oui, alors il y avait un truc comme ça. En tout cas, elle avait une pose. Et il s'est dit, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. C'est une comment dire, c'est une US Marshal, mais elle est féminine. Elle est belle. Mais si t'es un fugitif, t'as envie qu'elle t'arrête. Voilà, elle est belle, elle est magnifique. Ça y est, j'ai une idée de roman. Donc ça part de là, ça part vraiment de cette image qu'il a vue, qui déroule en fait du coup le récit qu'on a raconté, qui grosso modo est plus ou moins suivi, à part quelques détails, hein, notamment la fin. Mais on spoil le film, hein, ils sont spoil chez nous, donc on va en parler, quoi, parce que c'est assez, moi je trouve que c'est très très beau en fait, la façon dont ils arrivent à gérer justement cette histoire d'amour dans le film, quoi, à tel point finalement que en fait tu te demandes de quoi le film parle réellement en fait, c'est-à-dire que effectivement, comme tu l'as dit, il y a cette narration morcelée qui à la base n'était pas du tout comme ça. Déjà, dans le roman, c'est raconté dans l'ordre. Deux, dans le film, la première version du scénario, elle était racontée dans l'ordre, mais t'as Soderbergh et son scénariste Scott Frank, excellent scénariste dont on a déjà parlé dans Stéroïde, puisqu'on avait fait son film Balade entre les tombes, qui est un super film. Je suis sûr que tu l'as pas vu, Raphaël. Non, j'ai pas vu. Je te conseille de le voir avec Liam Neeson. J'avais vu Get Shorty, qui est un peu à l'origine de Out of Sight. Oui, alors, mais ça c'est encore autre chose. C'est réalisé par Sonnenfeld, mais c'était scénarisé par Scott Frank. Tout à fait. Et Minority Report, évidemment. Évidemment, il a écrit. C'est un scénariste vraiment de renom. Hein, il a écrit Logan. On en a parlé aussi à une époque. On avait fait Wheel of Series. Puisqu'on avait parlé du Jeu de la Dame, hein, c'est le showrunner sur cette série-là, sur Godless aussi. Voilà, donc c'est vraiment, comment dire... c'est insolide. Ouais, un de ces artisans du cinéma dont on parle peu finalement, qui sont assez discrets, mais qui sont vraiment très, 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 très efficaces, quoi. Qui arrivent à mine de rien, mener sa barque dans le système des studios, encore à peu près aujourd'hui, quoi. Et donc, en fait, avec Scott Frank et Steven Soderbergh, ils se sont posé la première problématique, c'est qu'ils se sont dit, mais en gros, si on raconte le film dans l'ordre, en fait, il y a tout un tas de séquences qui vont arriver beaucoup trop tard, notamment la scène où il s'évade de prison et il rencontre Karen Sisko. Ça va arriver au bout de 45 minutes de film. Et on peut pas, en fait, amorcer, si tu veux, le récit en cours de route et le faire changer. Ce qui fait qu'ils ont eu l'idée
effectivement de raconter le film dans le désordre, ce qui est finalement fondamentalement en fait pour un film de studio était jouable à l'époque, puisque Tarantino venait de sortir de Pulp Fiction et venait de proposer effectivement un film pareil avec une narration morcelée. C'est ça, et on était effectivement, pas au niveau des blockbusters pour le coup, mais on était effectivement dans toute cette vague post-Pulp Fiction où on s'est bouffé quand même quelques Tarantinotes de merde. Sacré, ouais. Il y en avait quand même un bon paquet, on va pas toutes les citer, mais dans lesquels effectivement la narration éclatée était devenue finalement un peu une figure moins moderne qu'elle ne l'était 10 ans auparavant. Le truc avec Out of Sight, c'est que il y a une telle, comment dire, en fait, ce qui surprend avec le film, c'est le manque de pause. C'est-à-dire que pour moi, Soderbergh, celui que je connaissais d'avant, c'était un poseur. Un peu à la, comment il s'appelle, à la Requiem for a Dream, là, comme voilà. Vraiment un mec qui fait tout pour la frime, en fait. Et dans Out of Sight, t'as vraiment, dès le début, dès l'ouverture du film, la sensation d'un type qui s'amuse juste parce que c'est fun, puisqu'en fait le générique d'ouverture te montre, en gros c'est une rue américaine au soleil, avec des arrêts sur image assez brutaux, et non justifiés, déboule le personnage de Clooney avec un zoom assez dégueulasse sur lui, et qui enlève sa cravate et qui la jette comme un malade au sol, et là pareil, re-arrêt sur image sur un plan hyper flou, parce que tu vois même plus la gueule de Clooney tellement son geste est vif, qui est le titre du film. Et en d'autres circonstances, moi, quelqu'un qui fait un truc aussi voyant, me dit, pour moi, hein, comme je suis assez conservateur, j'espère que tu as une bonne raison de me faire ça. Mais en fait, là, il est en train de t'annoncer que dans ce film, en fait, je vais me permettre des trucs sans forcément les justifier immédiatement, juste parce que, un, je trouve que ça marche, et deux, je trouve ça fun, et c'est plus dans le ressenti. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, pour moi, ça vend l'idée justement de la narration morcelée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la simple fait qu'il fasse des arrêts sur image, c'est de figer le temps. Et du coup, quand tu figes le temps, bah forcément, en fait, tu peux te permettre de revenir en arrière et de repartir. Tu te souviens de ce moment où il a jeté sa cravate, parce que lorsque tu le retrouves dans le film, évidemment, tu te dis, sous un autre angle. Voilà. Et d'ailleurs, pas au ralenti, sans truc, voilà. Mais le truc qui est hyper malin, en fait, et qui est un truc que finalement, il va malheureusement beaucoup moins affiner par la suite, c'est que, à part un panneau, à un moment donné dans le film qui te dit voilà, là on est 2 ans avant les récits dans le récit, ces allers-retours dans le temps, ces flashbacks en fait sont amorcés par des changements de couleur. C'est-à-dire que en gros il était connu, enfin notamment il y a un film entier sur lequel il a joué sur cette logique-là qui est Trafic, qui pour moi est un ratage total. Hein. Le film c'est vraiment assez mauvais. Mais moi j'ai assez peu de goût pour la suite de la carrière de Soderbergh. Il y a peut-être à part éventuellement le premier Ocean's 11 qui était plutôt sympa et ludique quoi. Tous ces tentatives d'expérimentation, on retrouve ce que toi tu pointais du doigt, c'est-à-dire cette espèce de pause quoi. Et en gros. Cette espèce de truc aussi où il prend le spectateur un peu de haut, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de ça dans Out of Sight. Dans Out of Sight il va jouer avec les couleurs en fait si tu veux quand on se retrouve à Glendale en fait en prison, voilà, à Glades pardon en fait si tu veux la prison dans laquelle Clooney va rester, tu vois, et avec tout un tas de choix esthétiques qui ne sont pas des choix réalistes, c'est-à-dire qu'en fait les combinaisons jaunes, c'est pas des combinaisons de prisonniers, en fait c'est pas des vraies combinaisons, c'est des combinaisons qu'ils ont choisi de mettre en jaune. Mais dès que tu sais qu'il a cette combinaison-là, tu comprends tout de suite que t'es dans cette temporalité du film. Quand t'es à Détroit, il fait froid, t'as la lumière, en fait, t'as ce que lui il appelait le bleu métal du flingue, en fait c'est le blue steel, tu vois. Je sais plus comment il avait appelé, c'était le terme en anglais quoi, mais c'est bleu métallique quoi, et en fait c'est l'idée de montrer le froid en fait si tu veux, voilà. Alors Dieu merci, il fait pas ça pendant toutes les scènes de Détroit, il y a quand même des scènes relativement chaleureuses à l'intérieur de ça, et je dis Dieu merci pourquoi, parce qu'en fait fondamentalement il s'est rendu compte avec le bid d'Out of Sight que beaucoup de spectateurs étaient paumés dans la temporalité en fait du film, et que d'un seul coup il s'est dit ok, il a attribué le bid du film à ça. Et d'un seul coup, en fait, est parti derrière sur des films comme justement donc Trafic, où il s'est dit ok, donc là on est au Mexique, jaune, on est à Washington, bleu, et en fait, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, en fait, il va maintenir cette comment dire tonalité en fait de couleur qui fait que en fait les spectateurs arriveront à suivre. Et quelque part, c'est difficile de lui donner tort dans le sens où en fait c'est des films qui ont été
moi j'ai l'impression que Trafic aujourd'hui personne n'en parle, mais en fait c'est des films qui ont été plébiscités à leur sortie. Oui, à leur sortie, ça marche au moment où ça arrive. Là où effectivement Out of Sight est la brouette à Oscar et compagnie quoi. Est un échec. Après, donc effectivement c'est un échec commercial, mais c'est un échec dont les deux principaux artisans qui sont donc Clooney et Soderbergh reconnaissent l'importance dans leur carrière respective. Il faut rappeler que Clooney à l'époque il est vraiment en galère. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, en fait, effectivement, le Clooney et Soderbergh considèrent en fait que c'est un film majeur dans leur carrière. Oui, clairement, ils sont tous les deux à leur façon en galère. Donc, effectivement, Soderbergh, on l'a dit, il enchaîne ces films autorisants expérimentaux qui mènent vraiment nulle part. Et puis qui surtout ne lui apportent ni notoriété ni succès. Et Clooney qui a cherché à échapper justement à la case de la série Urgence dans laquelle il était enfermé. Il était starifié, c'est évident que c'était une star à l'époque, mais dans un seul rôle. Et donc il cherchait effectivement des projets cinématographiques qui le fassent sortir de là. C'était la tentative qu'il y avait eu avec le film de Robert Rodriguez, Nuit en enfer, mais il avait plutôt tendance à se laisser porter par ses agents sur des projets dont il savait même pas pourquoi il était là. Enfin, il a toujours insisté sur le fait qu'il savait pas du tout comment il s'est retrouvé à jouer Batman. Oui, alors bon après, quand tu touches 10 millions, c'est pour jouer Batman. On est d'accord, mais il voyait bien que, enfin, il disait, quand il voyait les news dans les journaux de lui en train de jouer Batman, il se disait mais qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce que je fous, ou même bon, il y a des gens qui appellent ça une comédie romantique, mais pour moi c'est un film pornographique en fait, qui est One Fine Day, donc un beau jour avec Michel Pfeiffer, que je regarde donc littéralement comme un boulard. On sort à tour avec. En fait, voilà. Dans cette putain d'émission de stéroïdes, en fait, j'ai l'impression que je fais ton analyse et qu'en fait on se retrouve. Écoute, tu me parles du comment t'appelles ça du rapport de Roland Emmerich à la sexualité. Exactement. Si tu veux déjà, voilà. Donc, si vous voulez comprendre la complexité de la sexualité, voilà. J'ose même pas imaginer ce qui se passe. Et puis là, en fait, d'un seul coup, t'as Michel Pfeiffer qui est littéralement habillé pendant tout le film, là, pendant One Fine Day. Ah non, mais elle est magnifique, mais en fait, le truc, c'est que ça va, calme-toi. Bon, ça suffit maintenant, Rafik. Mais de toute façon, on va revenir à la question de la sexualité, Stéphane, et là, ça sera mon tour de me déchaîner sur toi. Ah bon, merde. mais le fait est que, voilà, c'est que, comment dire, ils sont tous les deux, effectivement, dans une forme d'impasse artistique. Et quand Soderbergh dit que ce film a été important pour lui, au niveau de sa carrière, mais aussi au niveau personnel, je pense, alors je suis désolé pour l'image, mais qu'il a effectivement pété un bon coup avec Out of Sight. Et ça se voit que ce film a été fait par un type qui, d'une certaine façon, s'en balèque. C'est comme s'il avait personne il n'avait rien à prouver à personne en fait. Il y a des moments où il y a des choses qui, comment dire, qui peuvent sembler risquées, mais qui fait quand même, je sais pas, quand il est en prison justement et qu'il explique aux gardes comment les prisonniers risquent de s'échapper et par où ils vont le faire. C'est littéralement un zoom tout pourri sur la barrière, mais genre vraiment mal foutu le zoom quoi, et qui revient et le cadreur a du mal à se remettre en place. Et je pense en fait que alors on va repréciser un truc quand même, c'est un peu important mine de rien, c'est-à-dire que je pense que malgré tout t'as l'air de le présenter ça comme si c'était pas pensé, mais je pense que c'est très pensé en fait justement dans Out of Sight. Je sais que toi, t'as un problème avec ce type de mise en scène. Non, je dis pas que c'est pas pensé. Je pense que c'est pensé. C'est effectivement, il s'est toujours réclamé d'artistes du passé, etc. On y reviendra d'ailleurs pour une séquence que t'aimes beaucoup dans le film qui est inspirée de Nicolas Roeg. Et il a toujours dit, Soderbergh, que c'était clairement une référence à Nicolas Roeg et tout ça. Comment dire, que le montage du film allait chercher justement dans des trucs que les Anglais faisaient à la fin des années 60. Je sais pas moi, comment ils s'appellent, Lindsay Anderson, Lester et tout ça. Et oui, bien sûr, mais sauf que il ne le fait plus encore une fois dans l'idée d'être institué grand artiste au musée d'art moderne de New York. Il le fait parce que l'intrigue le nécessite, le personnage le nécessite, et
Et je pense que c'est important, c'est fun. À ce moment-là, c'est toujours fun. Ouais, et puis il y a ce truc, en fait, il faut pas oublier. Alors, il a jamais cité ouvertement McTiernan par rapport à, comment dire, Out of Sight, mais pour Ocean's Eleven. Et moi, j'ai tendance à croire, parce qu'il parlait de classe de la mise en scène, en fait, de fluidité et tout, et j'ai tendance à croire que post Die Hard 3, c'est évident. En fait, parce que c'est un cinéphile, hein, mine de rien. Die Hard 3, on l'a vu, on l'a dit. On voit ça dans un film à 90 millions de dollars, il se dit, ok, moi je peux le faire aussi dans mon petit film à 40, quoi. On l'a dit à l'époque, et voilà, c'est un peu une vengeance parce qu'il y avait des gens qui nous riaient au nez, mais que quand on a vu Die Hard 3, on a dit deux choses. D'une part, que McTiernan avait vraiment décomplexé effectivement tout le monde, parce que maintenant l'expérimentation réservée au cinéma dit d'auteur, tu pouvais la faire sur n'importe quel film, mais aussi qu'on allait se bouffer pas mal de zoom foireux et de puis c'est devenu la norme du cinéma d'action dans la décennie qui va suivre. Mais d'ailleurs le truc c'est que il faut d'ailleurs à un tel point où il faut juste rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'en fait en gros tu regardes Die Hard 3 aujourd'hui, c'est un film normal. C'est-à-dire les quelques zooms en fait qui comme tous les classiques qui finit par devenir ça devient un film normal et en fait si tu veux en gros tu te dis mais il y avait tant mais à l'époque ces zooms-là étaient disruptifs, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans une espèce de logique où ça cassait, en fait... La caméra se rappelait à toi tout le temps. La richesse qu'un film, qu'un blockbuster hollywoodien devait avoir. C'est-à-dire, il y avait cette logique-là. Si ce n'est qu'en fait, il parvenait quand même malgré tout à la recréer. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de truc où cette idée de caméra omnisciente, cette idée de caméra qui arrive à choper les éléments... C'était aussi extrêmement travaillé. C'était aussi, en fait, pensé d'une manière, en fait, à apporter de la vie en fait, dans un genre qui pouvait très facilement être sclérosé. C'est pour ça que je parlais de ce zoom, parce que ce zoom, en fait, il est économe. T'as pas besoin de faire toute une scène pour t'expliquer la complexité du processus d'évasion. On a juste zoomé sur le truc. Donc, tu as compris où ton intérêt doit être porté. Et en même temps, effectivement, ce zoom est un peu déglingué et donne l'impression d'avoir été fait au dernier moment, en fait. Et ça rentre vraiment dans l'urgence, je dirais, de l'échange à ce moment-là. Ouais, et puis il faut savoir un autre truc, c'est-à-dire qu'en gros, à cette époque-là, Soderbergh, c'est-à-dire qu'il était tellement... il était quand même soucieux, en fait, de son public. Et il était tellement, en gros, dans une forme de... OK, contrition, on va dire, cinématographique, qu'il avait une idée de mise en scène où il a rincé apparemment totalement, Jennifer Lopez et George Clooney. C'était de faire un plan séquence, littéralement un plan séquence entier, en fait, dans la scène qui se passe dans le coffre de la voiture, quoi. Et en gros, pour lui, il fallait que l'étincelle réelle, moi je trouve qu'il est assez ouf dans le film entre Clooney et Lopez. En tout cas, je trouve que ils matchent vraiment tous les deux, quoi. Bah, ils matchent d'autant mieux que c'était pas Lopez qui était prévu. C'était Sandra Bullock. Ah oui. Là, ça aurait été un autre film. Hein. Mais justement, c'est exactement ce que Soderbergh leur a dit. Encore une fois, c'est pas un projet qu'il a développé, c'est un projet qu'on lui a proposé, qu'il a failli refuser d'ailleurs dans un premier temps. Jersey Film, c'était la boîte de Danny DeVito Sassifier à l'époque. Et en fait, c'était la boîte qui a produit Pulp Fiction, Jackie Brown. Et on va en revenir parce qu'il y a une connexion, évidemment, à travers Get Shorty et à travers Elmore Leonard. Mais le truc, c'est que, en tout cas, voilà, cette scène devait tourner. Le truc, c'est qu'il avait vu en action Clooney et Bullock, et c'est lui qui a convaincu la production, qui vraiment voulait Sandra Bullock parce que c'était une star, voilà, qu'en fait il fallait qu'ils fassent un film ensemble. Mais c'était clairement pas celui-ci. L'alchimie était là, mais elle était complètement ailleurs. D'ailleurs, ils ont fini par faire un film ensemble, sûrement. Peut-être, mais en tout cas, je vois pas la mémoire. Mais effectivement, avec Jennifer Lopez, il y a quelque chose de sulfureux qui s'installe immédiatement. D'ailleurs, sulfureux, mais pas sulfureux sale ou dangereux. Sulfureux au sens où vraiment c'est chaud en fait. Tu sens que ils sont extrêmement travaillés par leur pulsion, mais que en même temps ils se retiennent tous les deux. Et puis à tout prendre en fait, Jennifer Lopez à cette époque-là, elle était en fait, c'était une actrice qui était, à mon sens, sous-employée. C'est-à-dire, à part U-Turn d'Oliver Stone, qui est un film qui mériterait que je le revoie parce que je sais que j'étais un petit peu resté à côté, quoi. Mais à part ce film-là où clairement elle avait un rôle assez vénéneux,
En gros, c'était la nana un peu badass, c'était la proto Michelle Rodriguez, on va dire, si tu veux, et c'était là où elle était mal exploitée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouvais avec elle dans Money Train, par exemple, avec Wesley Snipes, et tu sentais que bon, bah, elle avait du charisme, elle avait quelque chose. Mais elle avait rien à jouer, quoi, malheureusement, dans ces films-là. Et il faut savoir aussi que c'était une danseuse chez Living Color. Tout à fait. Voilà, donc elle a vraiment commencé. C'est vraiment entre guillemets Jenny from the Block. Je sais où tu veux en venir, Rafik. Je te vois arriver en fait sur le truc. Mais en tout cas, c'était vraiment non, parce qu'il y a ce truc en fait où depuis, après Out of Sight. Moi, personnellement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est une star aînée, c'est bon, là, tu vois, c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande actrice. Ouais. Et elle a fait que de la merde derrière, tu vois, mais que des trucs de comédie romantique pourrie. Ouais, évidemment, à cause de Out of Sight. Il faut le dire. Stéphane était adolescent quand. Non, j'étais pas adolescent. J'avais 22 ans. Ça a été sorti. Bah non, mais écoute, et c'est la raison pour laquelle, encore 3 ans après la sortie d'Out of Sight, j'acceptais qu'il écoute en boucle If You Want My Love à la rédaction. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. En fait, tu te dis, c'est pas possible. Elle a du talent. Tu vois, donc forcément, tu vois, tu te dis, normalement, il y a un truc, quoi, tu vois. Je connais cette chanson. Et effectivement, j'en suis revenu malheureusement de Jennifer Lopez. Non, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que justement, elle mêle deux trucs que le cinéma hollywoodien a toujours travaillé, mais séparément, qui sont d'un côté la furia latine qu'on avait déjà avec Jennifer Jones, avec des nanas comme ça, et en même temps une incroyable élégance, parce qu'elle a notamment une bonne partie du film un tailleur absolument impeccable, et c'est vraiment l'alliance, et elle le porte bien, et c'est vraiment l'alliance de cette super élégance avec le côté furia latine qui, à mon avis, est complètement inédit, et qui donne ce caractère. Enfin voilà, la présentation du personnage, elle est extraordinaire. Je sais pas si ça, on la doit à Scott Frank ou à Soderbergh, mais donc on la découvre un jour d'anniversaire où son père lui offre un cadeau, et tu la vois, mais elle est ravie comme une petite fille, tu vois, vraiment, et tu te demandes ce que c'est. C'est un flingue, en fait. Parce que c'est une bague avec des diamants, un truc comme ça, et c'est un énorme gun, quoi. Et sa réaction de gamine en mode, tu reverras ça plus tard dans comment ça s'appelle, Kick-Ass, en fait, ce genre de gag là, mais je trouve que c'est pas un gag en fait dans le film, c'est un truc en fait qui c'est littéralement un truc qui présente le personnage, tu vois. Ah oui. Il y a ça, et il y a en fait, donc je vais revenir un peu sur cette scène du coffre, c'est que en fait elle était tournée donc en plan séquence, et on va dire l'humilité de Soderbergh, c'est d'avoir fait des tests en fait, des screen tests en fait, comme ça se faisait à l'époque. On en a parlé déjà dans d'autres épisodes et tout, et en fait de se rendre compte que le public était largué. Que d'un seul coup il manquait des éléments en fait, si tu veux, et lui-même a accepté finalement de se dire ok, d'accord, donc en fait j'ai raté cette scène, j'ai saigné en fait mes acteurs pendant des jours entiers, je crois qu'ils ont tourné 2 jours non-stop en fait, des plans séquences des plans séquences qui bougent pas, hein, mais des plans séquences de 15 minutes de dialogue et tout ça, etc., pour une scène qui fait que les gens étaient largués, c'est-à-dire les gens étaient littéralement largués, ils n'arrivaient plus à suivre le récit derrière après une scène aussi longue, quoi. Et il s'est dit ok, je vais la retourner, je vais la tailler, je vais la monter, et en fait du coup il a rajouté finalement des inserts qui pour moi en fait servent vraiment le récit, parce que t'as le moment où il lui touche la jambe, en fait, si tu veux, il tapote la jambe, etc., t'as le moment où il trouve comment t'appelles ça, la lumière, t'as le moment en fait, et tous ces changements de plan en fait participent de l'intimité en fait de la séquence, et de la façon dont toi tu comprends assez instinctivement qu'il tombe amoureux. Parce que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que ça pose la question. Pour moi, il y a cette vraie question qui se pose, c'est ça parle de quoi, en fait, Out of Sight? Est-ce que tu suis le film parce que c'est un film de braquage? Ou est-ce que tu regardes le film parce que c'est une histoire d'amour? Et mine de rien, en fait, plusieurs réponses sont possibles. Hein. Non, mais il est évident que les diamants servent assez clairement de MacGuffin dans le film. Et tu sais bien, enfin, c'est un peu crétin de dire ça comme ça, mais tu sais bien que c'est pas le trésor qu'il est en train de chercher, quoi. Non, bien sûr, mais en fait le truc c'est que, parce qu'on en revient en fait à ce truc, et d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est que pour moi le climax du film, il arrive au bout, c'est un film qui fait 2 heures, il arrive au bout d'1 heure et demie, c'est quand ils finissent par se retrouver, parce qu'en fait c'est avéré qu'ils s'aiment.
En fait, c'est pas juste. Chacun se pose la question de son côté. Et ils partent en fait après cette scène. Ils décident de mettre en scène en fait leur rencontre. Voilà, ils en parlent. Ils disent si on s'était rencontrés d'une autre manière, si on s'était rencontrés dans une convention, dans un hôtel, etc., etc. Et ils jouent deux personnages, c'est-à-dire Gary. Je crois, elle c'est Céleste et lui c'est Gary ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement son truc quoi. Et en fait, en gros, ils se retrouvent avec pour moi juste la meilleure scène de toute la filmographie de comment dire de Soderbergh, qui est d'une grâce et d'une comment dire d'une fluidité. Je trouve de montage et de trucs qui est vraiment formidable quoi, où là il y va sur les freeze frames qui me mieux hein, tu vois, enfin je veux dire des effets un peu psychédéliques de neige au premier plan, etc. Il utilise tout hein. Mais effectivement là c'est clairement on retrouve une forme de liberté de forme qu'on trouvait fin 60, début 70, y compris dans le cinéma d'exploitation japonais, je pensais au mec de le genre Suzuki, etc., qui était assez doué pour faire ce genre de scène comme ça, totalement étonnante d'érotisme. Tu te dis, mais pourquoi ça marche? En gros, tu comprends pas. Mais parce qu'en fait, c'est un truc qui est lié littéralement au montage, qui est lié littéralement au point où tu vas arrêter le film. Et le truc, si tu veux, c'est que ce qui est très intéressant, c'est pour ça que moi je considère ça comme le climax du film, c'est qu'en fait, c'est après cette scène qu'il arrête de faire des freeze frames. C'est après cette scène qu'il arrête de, comment dire, en fait, la temporalité du film a rejoint finalement l'enjeu. Et en fait, c'est un climax émotionnel, mais il reste quand même un récit à terminer. Ouais. Évidemment. Alors le truc, c'est que, et d'ailleurs, si ça y était pas, ça aurait été un problème dans le film, évidemment. Mais disons que c'est la partie qui, moi, personnellement, m'intéresse un tout petit peu moins, alors que je suis un fan comment dire, de Paul Hardboiled et de voilà. Malgré tout, elle est plutôt réussie. Moi, ce que j'aime aussi, c'est finalement des petites touches d'humour noir. C'est un truc qui est tout con, mais t'as cette espèce de perso qui est con comme ses pieds là. Non, alors on va en parler de lui, mais en fait c'est Big Mike, je crois. Enfin c'est ou Big White, je sais plus. Enfin voilà, c'est un espèce de mastar en fait qui suit le personnage de Don Cheadle, qui est un des méchants du film, on va dire un des braqueurs, un des braqueurs avec qui Clooney doit s'acoquiner pour braquer la baraque à la fin quoi. Et en fait, en gros, ce mec là. Quand ils partent pour braquer la baraque, en fait, se casse la gueule une première fois au sol, et quand tu connais le film, bah cette scène, elle te fait marrer parce que tu sais exactement ce qui va se passer dans la scène finale, quoi. Et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment de l'humour noir entre guillemets, puisque ce même crétin, en fait, parce qu'il est clairement, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi, tu vois. Et en fait, il va se péter la gueule avec un flingue et en fait, il va se tirer une balle dans la tête et littéralement se sortir du récit, quoi. Tu vois, comme le teubé qu'il est, quoi. Et en fait, ça, c'est totalement de l'écriture de film noir, c'est totalement de l'écriture de roman de gare, tu vois. C'est comment dire, qui est une espèce d'ironie, d'humour noir mordant, que Soderbergh il a et Scott Frank, hein, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est un spécialiste de ça aussi. Ont infusé. Et donc ça fait partie des plaisirs aussi du film, quoi. C'est un truc aussi, ce que j'appellerais les sorties de route. C'est un truc aussi qu'on retrouve chez Shane Black, plus dans ses réalisations encore que dans ses scripts. Tout à fait. Mais cette idée, effectivement, n'importe quoi peut arriver. Et le film est saupoudré d'instants où tu te dis, hein, quoi? Je comprends pas. Alors je sais plus, mais je crois que un personnage, je crois qu'il demande les clés à un mec qui les lui jette et elle part pas, elle saute, elle part pas. Alors ça c'est dans Nice Guys. Ah si non, t'as raison, il a fait le même gag effectivement dans tout ça, il lui jette le téléphone. C'est ça. Le téléphone passe par la fenêtre et l'autre dit what the fuck, quoi, tu vois. Parce que bah oui, dans la vie effectivement tu auras un Superman qui rattrape tous les objets de façon très classe pour la caméra. Et en fait voilà, le film est effectivement saupoudré de moments de foirage, on va dire. Mais ça vaut aussi pour le filmage. Quand je parlais tout à l'heure, je reviens toujours de ce zoom mal recadré, t'as l'impression que même l'équipe qui fait le film, elle est soumise aux mêmes conditions que les personnages, c'est-à-dire qu'ils essaient de bien faire, ils essaient d'aller au bout de leur projet, mais en fait, de temps en temps, il y a des à-coups. Et ça, je pense que ça vient directement, effectivement, d'Elmore Leonard lui-même, qui était, comme pas mal d'écrivains noir américain, de romans noirs américains, quelqu'un qui appréciait justement de systématiquement surprendre son lecteur avec un personnage où tu te demandes d'où il sort. Voilà. Là, t'as Luis Guzman, qui est absolument génial. En fait, donc il joue justement un des mecs dont tu racontais le récit. Le mec qui s'évade avec son amant, voilà, homosexuel. Et du coup, il y a ce truc génial où en fait Clooney explique. Que quand il lui parlait de son ex-femme Adèle, tu vois, qui est jouée par Catherine Keener dans le film, il raconte en fait que en gros
Alors je sais pas si les gens arrivent à nous suivre parce que c'est quand même un récit assez touffu. Il faut vraiment avoir vu le film pour comprendre. Donc on vous invite vraiment à le voir, hein, c'est important. Et pour ceux qui connaissent Catherine Keener exclusivement dans certaines comédies avec Steve Carell, etc., vous allez la découvrir. Elle est géniale. Dans un costume tout nouveau. Quoi. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que donc où elle joue, est en fait une nana qui est cette assistante des prestigitateurs qui coupent les comment dire les boîtes en deux là, et en fait les nanas en deux quoi. Et en gros, ce personnage de Luis Guzman et Clooney raconte que il était fortement intéressé par savoir comment c'était fait. Et donc il y a une scène où il va la visiter et il est très menaçant avec elle, tu vois, mais il se fait arrêter par Jennifer Lopez, mais quand même tu te rends compte que ce que Clooney disait c'était vrai, et il demande mais comment vous faites tu vois, il sort son personnage en fait de mec menaçant, comment vous faisiez pour couper le, tu vois, et t'as plein de moments comme ça, effectivement comme tu dis, des sorties de route où d'un seul coup tu reconnais le personnage, il est truculent, tu te rappelles d'eux, ils sont réutilisés pour des trucs. Par exemple, tu parlais de Steve Zahn. Steve Zahn, c'est un personnage qui est proprement énervant parce qu'en fait, si tu veux, c'est un mec qui porte des lunettes de soleil la nuit. Donc t'as envie, et c'est le premier truc que Clooney remarque. Il dit s'il porte ces putains de lunettes, je vais lui écraser la gueule avec et tout quoi. Et en gros, l'humanité de ce personnage ressort quand le personnage de Snoop, donc le personnage de Don Cheadle, l'oblige à participer à un crime avec eux. Ouais. Qui participe à ce crime dont on voit quasiment rien, parce que c'est filmé de manière assez éthérée et tout, quoi. Sauf que tu comprends, toi, en tant que spectateur, qu'il a été affecté par ce truc et qu'il n'est pas un vrai criminel dans le sens meurtrier du terme, qu'il est traumatisé parce qu'il ne porte plus ses lunettes. Et que d'un seul coup, il oublie complètement d'être dans son espèce de personnage de gangster qui essaye d'en montrer aux autres, quoi. Et en fait, rien que ce genre de petites idées, c'est pareil. Je pense que c'est des trucs qui sont sur le papier, c'est des trucs machin, mais qui sont vraiment exploités, qui sont utilisés. Autre personnage comme ça qui ressort, qui est vraiment proprement menaçant, c'est ce personnage en fait que Jennifer Lopez va je me rappelle plus de son nom dans le film. Je crois que il est interprété, si je dis pas de bêtises, par Isaiah Washington. Ouais. Et en fait, c'est ce personnage qui menace de la violer. Ouais. Et qui lui parle de sa chienne en fait. Ouais. Et qui lui dit Kenneth, en fait Kenneth, voilà. Et en fait, cette chienne, j'adorais en fait me battre avec elle, tussle en anglais, c'est ça le terme qu'il utilise quoi, me débattre avec elle, on va faire la même chose avec toi. Et là t'as Jennifer Lopez qui lui fait t'es pas mon genre en fait, si tu veux, en gros elle se démonte pas quoi, et elle lui sort une matraque et elle l'éclate en fait, elle lui dit pourquoi t'as fait ça, il lui fait bah tu voulais qu'on se débatte, on s'est débattu quoi, voilà c'est réglé quoi, tu vois. Et en fait t'as tous un truc, et ce personnage là qui est très très animal en fait dans son fonctionnement, bah, il est le premier dans le braquage à la fin où tu te dis oh, lui ça va mal tourner avec la bonne qui est interprétée par Nancy Allen là. Et en fait tu sens que lui il peut la violer, vraiment dangereux quoi, tu vois. Et t'as tout un tas de trucs, même Don Cheadle il fait un peu peur quand même dans le film, il est pas alors que bon, Don Cheadle c'est quand même le papa maintenant hein, on est d'accord, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement insisté au début d'émission sur le casting, on peut les résumer. Donc en dehors de Clooney, Lopez, on a Ving Rhames qui joue le voleur de voiture, Don Cheadle, Steve Zahn, Albert Brooks, Dennis Farina, Louis Kaufman, le père de Jennifer Lopez dans le film quoi, qui est super. Donc Isaiah Washington que tu viens de citer, effectivement Nancy Allen, Catherine Keener, et enfin de caméos on va dire, dont une qui a fait l'objet de négociations, qui sont bon, d'une part Samuel L. Jackson, mais aussi Michael Keaton. Et en fait, Keaton, c'est la raison de sa présence, c'est que c'est le même personnage que dans Jackie Brown. Le personnage du FBI était dans la nouvelle originale de Delmore Leonard, et on le retrouve dans Punch Drunk, que Tarantino est en train d'adapter à l'époque sous le titre Jackie Brown, avec Michael Keaton dans le rôle de ce personnage-là. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de faire appel à Michael Keaton pour jouer le même personnage dans le film. Sauf que Tarantino trouve ça génial, en fait, ce dialogue entre les deux films. Et du coup, c'est Tarantino qui va convaincre Miramax de leur céder les droits, en fait, pour qu'ils puissent... En fait, c'est un truc, alors il faut savoir, c'est un truc que les romanciers, et surtout les romanciers de gare, font beaucoup. C'est-à-dire que en fait, comme c'est des gens qui sont considérés comme des gras de papier. Il y a cette logique en fait derrière. Et c'est un truc en fait, les écrivains de pulp, les écrivains de romans de gare, en fait, c'est des gens qui devaient beaucoup écrire pour, comment dire, à un moment donné, vendre et gagner leur croûte. Et dans cette logique-là. Et surtout dans ces sorties en fait qui étaient des sorties de la semaine quoi, des sorties du mois des fois, enfin des trucs comme ça. Ils reprenaient leur personnage parce qu'ils créaient quelque part des univers, et c'était un des trucs qui leur permettait de se dire bon bah voilà, si au moins
je peux raconter cette histoire avec ce personnage-là, puis cette autre histoire avec le même personnage, et en fait, il crée des temporalités. Tarantino s'est beaucoup inspiré de cette logique-là pour ses propres récits. Il a énormément, travaillé même en sous-main, en fait, si tu veux, derrière, en fait, dans toile de fond, en fait, certaines connexions, comme on peut le voir dans certains films, hein, notamment entre Django, par exemple, Inglourious Basterds, ce genre de choses, etc., etc. Et c'est vraiment des univers entre guillemets partagés, mais pas à la Marvel en fait. C'est pas ouvertement. Non, ça fait partie de la logique méta du cinéma. Un personnage qui est censé être mort dans un autre film, Vic Vega, il revient 3 fois, mais effectivement. Voilà, Alabama, elle est citée dans Reservoir Dogs, etc., etc. Et du coup, en fait, ça c'est une pure inspiration Elmore Leonard. Il faut savoir que Tarantino a failli aller en juvie, comme on dit à l'époque, quand il était gamin, c'est-à-dire les prisons pour gosses, on va dire, enfin voilà, parce qu'il a volé un roman d'Elmore Leonard et il s'est fait gauler. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est un énorme fan d'Elmore Leonard, et effectivement, quand l'idée, puisque les films sont sortis à 6 mois d'intervalle aux États-Unis, quand l'idée en fait de connecter les deux films à travers ce personnage de Michael Keaton, cet agent du FBI qui était dans les transits avant et tout ça, s'est présenté, Miramax, comme c'était eux les premiers à avoir adapté et présenté le personnage, c'était à eux. Eux considéraient que c'était à eux de payer, et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, il a convaincu Harvey Weinstein de lâcher l'affaire et de leur filer le personnage gracieusement. Ce qui est très étrange, par contre, en fait, si tu veux, c'est que tu as énormément d'acteurs des univers de Tarantino qui sont dans le film. Tu disais tout à l'heure, il y a quand même Grimes, en fait, qui est dans Pulp Fiction. Tu as Samuel Jackson qui apparaît à la fin. C'est des personnages, en fait, si tu veux, ils jouent d'autres rôles. Il y a que Michael Keaton qui est vraiment connecté à Jackie Brown à travers ce personnage. Et c'est vraiment un caméo plus, quoi. Oui, mais il est marrant quand même. Le personnage est marrant parce qu'en fait on se fout de sa gueule, il y a ce t-shirt FBI, et le père de Jennifer, puisque en gros c'est l'amant de Jennifer Lopez à ce moment-là dans le récit, et c'est un homme marié, et en fait Denis Farina, que moi je trouve un personnage super attachant, parce qu'en fait il se soucie du bien-être de sa fille, tu vois, malgré le fait que lui aussi, les policiers, qu'il la connaît et qu'il la comprend, il sait ce qu'elle va faire, quoi. En gros, ça le fait chier, lui, que sa fille elle sorte avec un homme marié. Toi, il est en train de dire, mais tu vas pas faire ta vie avec ce mec-là, il va jamais quitter sa femme, etc., etc. Donc en fait, du coup, leur relation, et l'autre, il est vraiment con en plus, parce qu'il comprend pas. Il comprend pas quand Farina se fout de sa gueule. Il lui dit, mais tu vas porter quand t'es undercover, tu portes un t-shirt avec le truc, et l'autre, il fait, non. Il comprend pas pourquoi il se fout de sa gueule, quoi. Donc c'est assez marrant. Il y a tout un tas de touches comme ça, en fait, d'humanité, moi je trouve, dans le récit, qui est complètement, enfin, tu vois, le personnage d'Albert Brooks, on en a pas encore parlé, mais ce qui est génial avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, il a une espèce de toupet dégueulasse, tu vois, sur la tête, et tu te dis, mais ça existe des mecs comme ça, des mecs qui sont persuadés, qui sont beaux avec leur truc, et qui sont mieux que finalement d'assumer leur calvitie, quoi. Toutes ces sorties de route, elles sont d'autant plus bienvenues qu'elle se justifie, en fait, narrativement. C'est pas gratuit. Sauf que ça te surprend au moment où ça arrive. Et je pense que le film, s'il avait justement été réalisé d'une façon un peu plus poète, parce que faut pas... Enfin, encore une fois, une des grandes idoles de Soderbergh, c'est Alain Resnais, donc ça aurait pu être l'année dernière à Marienbad, tu vois, enfin... Et le fait que la mise en scène soit aussi fluide, aussi libre de changer de style aussi, parce qu'il y a des fois, c'est vachement classique, en fait, comme mise en scène, et tout d'un coup, tu vas te retrouver avec un montage aberrant. Donc, en fait, toutes ces sorties de route, elles sont justifiées, mais elles sont justifiées, encore une fois, par la psychologie des personnages, par la narration, et je trouve jamais par le besoin d'en mettre plein la vue. Moi, je trouve que la scène la plus couillue du film, c'est finalement une scène en fait qui n'existe pas dans le roman, qui est assez, je trouve, en fait, en la revoyant aujourd'hui, tu te dis bon, ça pouvait peut-être passer à l'époque, mais même aujourd'hui, en fait, elle fonctionne et elle est assez étonnante, quoi. Cette espèce de connexion. En fait, ils avaient besoin de visualiser le fait que chacun pense à l'autre, si tu veux. C'est-à-dire que Jennifer Lopez parce que normalement, à ce stade du récit, c'est une flic, c'est un voyou. En fait, il s'évade. En fait, elle devrait pas se dire merde, il est dans ma tête ce mec. Et en gros, c'est une scène où il prend une douche, en fait, Clooney, qui est totalement une scène de rêve, en fait, en vrai, à la fin, ce que tu te rends compte, quoi. Et elle arrive, en fait, avec son flingue, elle le braque. Ils se disent hey, tu vois, ou je sais pas quoi. Puis en fait, il lui attrape le bras, il l'emmène dans la douche avec elle, enfin dans la baignoire avec elle, et ils s'embrassent.
Et là, tu te dis, mais c'est une scène normalement, mais je veux dire, si le film n'était pas chargé, si tu veux, en tension sexuelle, la scène, elle est ridicule. Oui. Littéralement ridicule. Quand tu la racontes, elle est ridicule. Dans le film, elle fonctionne super bien. Et elle fonctionne d'autant mieux que c'est pas du tout... C'est un tradiégétique, c'est-à-dire c'est pas du tout un espèce de truc fantasmé par le film. C'est fantasmé par Jennifer Lopez, initié par Clooney, en fait, dans le récit. Et en gros, si tu veux, en fait, c'est justifié parce que d'un seul coup, en fait, elle était dans le coma. Enfin, elle était pas dans le coma, mais elle se réveille, elle était endormie, elle se reposait, elle était à l'hôpital après un accident de bagnole. Et en gros, son père lui disait, ouais, tu parles dans ton sommeil. Et en fait, elle lui fait, j'ai dit quoi? Il lui fait, bah, t'as dit hey yourself. Tu vois, en fait, tu comprends qu'elle répondait au personnage de Clooney parce c'était son propre rêve, quoi. Et tout ça, enfin, moi, je trouve que c'est hyper couillu parce qu'en fait, si tu veux, tu te dis, mais normalement, ça devrait pas marcher du tout. Et ça marche. Oui, encore une fois, tout ça échappe au ridicule parce que c'est gonflé, en fait. Voilà, je pense que un des termes qui peut désigner ce film, c'est le mot liberté. Il s'autorise les choses. Elles sont risquées, comme tu le dis sur le papier, c'est ridicule. Ça fait peur. Et je pense qu'un mec comme Soderbergh l'aurait jamais fait 2 ans auparavant. Ou 3 ans après, d'ailleurs. Et là, je pense, ouais, je sais pas, il y a un côté, si je le réussis pas, je la retirerai. Enfin, tu vois, il laissait le truc, quoi. Et surtout, il le fait, encore une fois, avec cette idée du public que je ne pense qu'il ne l'avait pas suffisamment auparavant. C'est quand même un film qui a été fait pour marcher et pour séduire, mais en même temps, sans tourner le dos on va dire, à tout ce cinéma un peu expérimental qu'il affectionnait. Donc, arrive à un équilibre idéal entre l'accessibilité au plus grand nombre, n'importe qui peut mater ce film-là, et un délire formel. Et moi, je pense aussi encore une fois, je pense qu'en fait, avec une charpente très solide, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, un mec comme Scott Frank, encore une fois, dans le récit, il voit où est l'essentiel. C'est-à-dire que, en fait, il y a 2 scènes notamment, en fait, encore une fois, qui sont des rajouts dans le film. C'est ce coup de fil, en fait, que Clooney passe. À Jennifer Lopez quand il appelle chez le père de Jennifer Lopez, et en fait où il s'occupe d'elle, quoi. Et c'est tout un dialogue, en fait, où il parle de où est-ce qu'il pourrait aller, si tu veux. Ils se projettent, en fait, si tu veux, dans leur histoire, et tu sens qu'elle est complètement décontenancée par cette logique-là. Ça, c'est un truc qui est complètement rajouté dans le film, quoi. Et cette scène finale, c'est vraiment cette pirouette que moi je trouve hyper, c'est-à-dire ils savaient, en fait, que s'ils poussaient le personnage, là on spoil vraiment, on rentre dans le territoire du spoil, quoi. Ils savaient que si le personnage, en fait, de Jennifer Lopez devait rester cohérent avec elle-même, et dans leur logique à eux, en fait, en gros, alors moi je suis pas tout à fait d'accord. Sans spoiler, on peut dire qu'elle l'arrête en s'assurant qu'il revienne à elle. Alors que normalement elle l'aurait buté. Et d'ailleurs ils l'ont annoncé déjà, il y a un vrai foreshadowing là-dessus, parce qu'ils en parlent, et en fait ils disent... un de ses amants, elle a pas hésité à tirer. Donc ça veut dire qu'elle est capable, en fait, de mener, en fait, si tu veux, de rester une femme flic, en fait, jusqu'au bout, y compris quand elle est amoureuse. Et là, en l'occurrence, en fait, elle lui tire une balle dans la jambe, mais en fait, dans l'esprit de Scott Frank et de Soderbergh, il y avait cette notion que, ouais, mais on peut pas finir le film sur un choix aussi drastique. Il faut qu'on garde l'intégrité du personnage. Et en même temps, il faut qu'il y ait une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est le petit épilogue, en fait, qui se passe parce qu'elle est convoyeuse de prisonniers. Hein. Elle les emmène d'une prison à l'autre, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, les transferts comme ça. Et en gros, en fait, elle la coquine avec le personnage de Samuel Jackson, ce caméo dont on a parlé tout à l'heure. Qui est un pro de l'évasion, en fait. Ouais. Voilà, qui est un pro de l'évasion. Et du coup, en fait, de cette manière-là, elle s'assure, en fait, que Clooney va sortir pour la retrouver, quoi. Et elle aura fait son boulot et lui fera le sien. Je trouve que dans le cadre de ce récit-là, c'est d'un romantisme absolu, en fait. Si tu veux, je trouve ça formidable, quoi. Et du coup, c'est hyper touchant. Tous les deux, ils gardent leur intégrité, voilà. en respectant leurs talents respectifs, quoi. Voilà, exactement. Le talent de flic de l'une et le talent de. Et ça, c'était pas du tout dans le roman. Ouais, non, et c'est vraiment une idée de Scott Frank. Et mine de rien, en fait, je pense que lui aussi, le garant, en fait, voilà. Parce qu'il faut savoir un truc avec Soderbergh. En tout cas, moi, c'est là où je trouve que c'est un cinéaste qui, des fois, en fait, tu parles de se foutre des choses, mais il y a plein de films où il s'en fout vraiment, et pour le coup, il n'y a pas cette grâce. C'est-à-dire que, en gros, on a parlé du premier Ocean's Eleven, tu vois,
qui est un remake de l'Inconnu de Las Vegas. Je trouve que le premier Ocean's 11, il est encore dans les restes, dans les tout à fait. Mais attention, j'ai pas fini. J'ai pas fini ma phrase, Rafik, merci. Dans le premier film, donc il y a effectivement cette volonté d'élégance, de raconter du récit en prenant le public en compte, etc., etc. Quant à Ocean's 12, c'est fini. Et là, il fout les personnages à la poubelle. Il y a même plus de braquage, ils te le disent à la fin du film. Donc en fait, comme ça, t'es pas venu pour ça, quoi. Et en fait, ça raconte rien. Ça raconte juste les vacances de Clooney et de ses copains, en fait, si tu veux, voilà. Et ça, pour le coup, c'est Soderbergh 300%, quoi. Moi, en tout cas, celui que j'exècre, quoi. Donc en fait, la liberté, moi, dont tu parles, je dirais qu'il y a quand même une liberté contrôlée aussi, avec un souci, en fait, si tu veux, de pas jamais perdre le spectateur du récit. Ouais, mais je parlais de liberté, encore une fois, dans l'idée de soit de péter un bon coup, soit d'éjaculer un bon coup, mais en tout cas, comme tu veux. Non, mais en tant que... Parle-nous ces images. En tant que réalisateur, à mes yeux, frigide des sur Out of Sight, on a tout d'un coup l'impression que le mec, c'est hyper charnel. Il a ouvert les boutons, tu vois, il s'est dit... y compris dans les couleurs du film, y compris dans la musique, y compris, c'est-à-dire, moi... Il y a de la sensualité, il y a de l'humour, donc voilà, je pense que les gens qui nous écoutent maintenant, ceux qui n'ont pas vu le film, ils sont convaincus on l'aura tout spoilé. Non, mais que la grande force du film, c'est ça, quoi. C'est que c'est un film... c'est un film de bonne humeur, on va dire. Ouais, moi je trouve que c'est un film admirable. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est même aujourd'hui avec deux comédiens au sommet de leur charisme. Charisme, clairement. Ah ouais, il y a un truc en fait ouais, moi Clooney, Dieu sait qu'il m'énerve aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que en fait, il est entre deux âges, il est parfait. Ah ouais, c'est le gosse beau définitif. Et donc Jennifer Lopez. Vous allez passer 3 ans à écouter If You Want My Love. If You Want My Love. Tu connais même pas le titre de la chanson, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, en fait, d'un seul coup, c'était devenu la nana à suivre. Ouais. Vraiment, il y avait ce truc. Alors, nous, on n'a pas eu en France, on n'a pas eu cette sortie qui a été importante pour elle aux États-Unis, hein, qui était le biopic sur Selena. Qui est sorti en vidéo chez nous, donc c'est une figure en fait de la musique latino qu'on connaît pas, mais en fait, en gros, elle s'est fait connaître pour ça. Je pense que c'est ce qui lui a garanti, on va dire, le passage entre Money Train et Out of Sight. Mais nous, on n'a pas connu ça. Donc, pour moi, effectivement, ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire, je me disais, ouais, elle est jolie, elle est badass, tu vois, elle a un truc, cette nana, pourquoi pas, tu vois. Mais là, en fait, Out of Sight, il le confirmait à 300%. Et c'est sûr que en fait, moi je me suis dit, je vais me taper tout ce qu'elle va faire derrière, je vais y aller, tu vois. Et en fait, effectivement, tu as souffert. Des coups de foudre à Manhattan. Qu'est-ce que je pourrais sortir ta mère ou moi. Ce genre, j'ai tout vu. Et effectivement, c'est chaud patate. Mais je vais pas encore aller voir The Mother sur Netflix, mais il y a des chances que je le mette juste parce que je me dis peut-être qu'en fait on va retrouver la Jennifer Lopez de Out of Sight. Ouais. Mais je pense que j'avais déjà le divorce, il s'est déjà fait en fait avec. Définitivement hors d'atteinte. C'est-à-dire c'était moi je me suis tapé parce que ça, je suis sûr que tu n'avais pas vu Rafik. Moi je me suis tapé Gigli. Voilà, il y a Alain qui d'un seul coup avec Ben Affleck là qui était au sommet du Bénifeur là, tu vois. Et c'est pas possible en fait. Ah non mais rupture, c'était condition de divorce là. Ah non mais là là tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi en l'espace de 5 ans, tu vois, tout ça elle avait tout foutu à la poubelle. C'est malheureux parce que ça reste une nana qui a du talent et qui a du charisme en fait. Donc voilà quoi. On a fait le tour d'Out of Sight. À part dire qu'on aime bien le film, hein, je pense que les gens ont compris quoi. Chef-d'œuvre. Ah ouais, pour Stéphane, c'est un chef-d'œuvre. Ah pour moi, j'adore. C'est vraiment, c'est un film que j'ai revu, mais moi je le qualifierais plusieurs fois. Je dirais c'est l'échelle de Jacob de Soderbergh. Ouais, c'est pas faux. non, mais c'est vrai parce qu'en fait, en gros, pour moi, il a jamais retrouvé cette grâce. C'est clairement un film qui lui a ouvert les portes en fait d'Hollywood. Hein. C'est-à-dire que vraiment à ce moment-là, évidemment grâce à Clooney aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont quand même créé leur société, une société derrière, Section 8. Ils ont fait un nombre incalculable de films ensemble. Moi, personnellement... produit d'autres films dans lesquels... dont les premières réalisations de Clooney. Hein. Et de Nolan aussi. Oui, c'est vrai, ils ont fait Insomnia, le remake d'Insomnia, c'est eux qui lui ont proposé. Voilà, c'est en tout cas un couple de cinéma, Clooney et Soderbergh, qui a vraiment compté dans les années 2000. Pour le coup, un peu plus pour le pire que pour le meilleur, à mon sens, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, ça s'est scellé autour de Out of Sight. Exactement. Allez voir le film. Voilà, qui existe en Blu-ray, qui existe aussi en 4K américain. Donc si vous êtes équipé et que vous avez vraiment envie de le voir dans la plus belle copie possible. Voilà, merci Rafik.
Merci Stéphane. Voilà, merci Alain, merci Aïme. Est-ce qu'on touche acheter le Blu-ray de Out of Sight, gardez un tout petit peu d'argent. Voilà. J'allais te lancer sur. Est-ce qu'on parle un petit peu de comme on l'a fait, comme on le fait de temps en temps, de Capture Mag et du Tipeee? Parce que c'est bien de le rappeler. Je pense que les gens parfois l'oublient, mais tout le contenu qui est proposé, et je pense que quand même Capture Mag fournit un bon paquet de on est quoi qu'il arrive à un podcast par semaine. Voilà, c'est quand même pas mal de boulot. Surtout pour les pauvres Stéphane et Alain qui sont là je les surprends à 68 degrés. Ça n'a pas l'air comme ça. Parce que depuis ce matin ça. En fait, je pense que nos auditeurs, ceux qui regardent en fait sur YouTube, en fait verront que j'ai pas changé de t-shirt de 4 épisodes, et c'est parce qu'on a tout tourné dans la même journée. Voilà. Donc voilà, on fait du stock. Donc c'est quand même pas mal de boulot. Donc voilà, si vous avez la possibilité de contribuer, c'est vraiment, dites-vous que c'est ça qui fait exister quand même le programme, qui permet aussi de garantir son indépendance, parce qu'on est quand même dans un programme où on dit réellement ce qu'on pense et ce qu'on veut, sans se soucier de quoi que ce soit. Avec une logique de passion, ça a pas l'air comme ça, mais en réalité, le truc, c'est que pour nous, ce qui est important, en fait, c'est quand on parle, en fait, quand on dit aux gens, si ça vous plaît vraiment. C'est-à-dire que comme nous, on a grandi en fait avec le cinéma, et qu'on a grandi avec l'idée d'acheter des magazines pour découvrir des choses, ça nous semblait pas du tout incongru en fait de lâcher 5 balles, 10 balles en fait pour acheter un magazine. Et le truc, c'est que c'est ce que nous on essaye de recréer ici en fait sur Internet, c'est-à-dire un travail journalistique de cinéma exigeant. La gratuité d'Internet fait que de toute façon on a toujours plus ou moins fonctionné comme ça aussi. On se dit, ceux qui veulent nous suivre peuvent le voir, mais par contre ceux qui estiment que c'est un travail méritant, et qui estiment aussi que c'est un travail important, comme ça l'a été pour nous en tout cas à une époque, selon leurs propres moyens, encore une fois. Voilà. Et donc voilà, vous avez le choix des plateformes. Vous pouvez aller sur Tipeee, TIP3E.com, vous pouvez aller sur Patreon.com, vous pouvez aller sur KissKiss aussi, KissKissBankBank. Vous verrez sur chacune des pages les contreparties en fonction des sommes que vous décidez de mettre. Alain il lâche les podcasts en avance aussi pour les tipeurs. Évidemment, vous avez accès aux podcasts en avance. Évidemment, vous avez accès au Discord, à tout le Discord. Il y a du préférentiel aussi par rapport aux séances qui sont Capture Mag qui sont organisées. Donc la prochaine qu'on est en train de préparer, c'est Shin Godzilla, mais elle serait peut-être déjà passée. Le podcast est passé là, tu vois. Donc voilà, toute cette petite vie qui se fait autour de Capture, elle est quand même, faut pas l'oublier, entièrement généré par le don des contributeurs. Soutien, tout à fait, ouais. Donc merci à ceux qui contribuent déjà. On vous le dit pas assez, mais on le pense très très fort. Donc merci à vous, parce que vraiment vous faites exister le programme. Quant à ceux qui n'ont pas encore donné, ça peut être juste une fois. C'est pas forcément quelque chose de régulier pour la forme, mais dites-vous que c'est vraiment ça qui fait vivre l'émission. Tout à fait. Merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain. Merci à vous. Et merci à tous.